Bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Aujourd'hui, on va parler de CAA. C'est quoi ça? C'est la communication alternative augmentée. La CAA ne se contente pas de nos jours seulement d'aider les jeunes à communiquer. Elle peut aussi jouer un rôle énorme dans le développement de la motricité et aussi la participation à des activités qui bougent autant au niveau du corps que des mains. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Léa Galland. Salut Léa. Salut Josiane, merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être ici. Alors Léa, toi tu es ergothérapeute en France, à Lyon, en libéral. C'est ça. Oui, et spécialisée dans l'accompagnement des personnes autistes. Et c'est pas tout, tu es aussi formatrice sur la CAA. Tout à fait. Bien, j'ai hâte d'en apprendre plus tout de suite après la petite présentation dans un instant. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. La CAA. Je l'ai présentée comme la communication alternative augmentée. Il y a une autre façon aussi de référer à l'acronyme CAA. Tout à fait. On entend souvent aussi le terme de communication alternative et améliorée. Et c'est vraiment, les deux termes sont tout à fait équivalents. On les retrouvera sous une forme ou sous une autre, que ce soit sur Internet ou dans les livres, les articles, les revues. Il ne faut pas se laisser décourager par les termes. Parfait. Donc, c'est la communication améliorée avec des outils, des supports. Parle-nous des types de CAA. Alors, du coup, c'est vraiment tout moyen destiné à augmenter ou remplacer la parole. Donc, ça peut être les signes, les pictogrammes, tout ce qui est communication non verbale et bien sûr, tous les gestes conventionnels qu'on a tous appris, au revoir, bonjour, etc. Donc, la CA, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est tout simplement supplémenter comment on communique pour améliorer l'interaction et le passage du message, finalement, d'une personne à l'autre. Exactement, tout à fait. Alors après, c'est vrai que si on veut aller plus loin avec des enfants qui ont des gros défis, forcément, on va devoir se former. Ce sera plus facile et plus simple pour nous. Mais sinon, la CA, on en fait déjà tous au quotidien. Donc, c'est chouette. Donc, c'est pas un sujet qui devrait faire peur. Et si tu es éducatrice, enseignante, parent et que tout simplement, tu as un enfant, reste à l'écoute parce que le sujet pourrait t'intéresser et t'inspirer, surtout. Mais quand tu dis d'accompagner des enfants avec des besoins un petit peu plus grands, on parle surtout de quel type de défi ou diagnostic? Alors du coup, on parle d'enfants avec des besoins de communication complexes, d'enfants ou d'adultes d'ailleurs. Ouais. Et on sait que ça s'adresse à plusieurs types de handicaps. On connaît beaucoup le trouble du spectre de l'autisme. Oui. Et là, pour ces personnes, ça représente quand même 25 à 30% dans les dernières études là, qui ont été faites en 2021. Donc voilà, ça représente quand même une grande partie. Il y a aussi toutes les personnes qui ont des déficiences intellectuelles sévères, tout ce qui est dysphasie aussi, donc ça touche pas mal d'enfants. Mm-hmm. Et ça va être soit au niveau réceptif, soit au niveau expressif. Mais si on parle aussi des adultes, parlons-en un petit peu quand même, il y a tout ce qui est troubles de la communication acquis. Okay. Et là, on pense à certaines pathologies comme Alzheimer, par exemple, comme la sclérose en plaques ou des aphasies suite à un accident, par exemple. Donc, la CA peut aider à transmettre un message vers l'autre, mais aussi aider l'autre à communiquer vers nous.
C'est ça. Parfait. C'est dans les 2 sens, pour Oui. recevoir et pour exprimer. OK. Les, types, tu les as mentionnés tout à l'heure. Est-ce que tu nous donnerais un peu plus, d'explications sur chacun? Les pictogrammes, les signes, ou bien les moyens plus technologiques, ça ressemble à quoi concrètement? Mmh. Alors du coup, pour les signes, ben, il y a tout ce qui est, la langue des signes française et là, du coup, voilà, c'est très établi et tout ça. Il y a aussi, pour les personnes plutôt porteuses de handicap où on va utiliser, la méthode Makato, donc qui est une version un petit peu simplifiée de la langue des signes. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment réfléchi, c'est quoi les signes principaux dont on va avoir besoin et certains signes qui étaient vraiment difficiles à faire ou à retenir et ils les ont un petit peu simplifiés pour que ce soit plus accessible. Donc voilà, il y avait déjà ça, pour les signes. Après, si on parle du coup des pictogrammes, les pictogrammes, ça va être plutôt, des dessins, assez simplifiés. Donc on évite d'avoir, un fond, trop particulier. On va avoir, des dessins assez, clairs, précis, où on voit directement qu'est-ce que ça veut dire. Soit une action, Mmh. soit une idée, soit, un objet, une chose. OK. Voilà. Et normalement, on n'a pas forcément besoin de ce qu'il y a écrit en dessous pour savoir ce que c'est. Oui, Ça doit être assez clair à comprendre. exactement. Et quand c'est sur la technologie, dans le fond, ce sont des pictogrammes qui sont dans le iPad, par exemple? C'est Mmh. ça, dans la tablette, Ouais. soit une tablette iPad, soit, une tablette qui fonctionne sous Windows. Ça il y a tout. OK. Beh, merci de la précision. J'ai sauté par-dessus la question, qui est importante pour aujourd'hui. Pourquoi on parle de ça dans un contexte, de motricité? Parce que c'est ce qui nous intéresse ici sur, Bouger pour grandir. Alors, pourquoi on pensait que c'était important d'en savoir plus, sur la CAA? Eh ben, écoute, je te remercie Josiane parce que c'est une excellente question et on fait pas toujours ce lien-là, donc c'est Non. important qu'on puisse en parler. Mmh. Déjà, si on parle par exemple des signes, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très, d'une spirale très positive. C'est-à-dire que un enfant, qui va avoir des défis sur le plan de la motricité, mais aussi des défis sur le plan de la communication, le fait de s'entraîner régulièrement avec les signes, ça va être très motivant pour lui, ça va être très soutenant et en plus, il va répéter beaucoup cette activité parce que, ben, communiquer, c'est une activité qu'on fait Oui. tous les jours, toute la journée. On peut pas vraiment s'en empêcher. Donc moi, j'ai vraiment des exemples de patients qui ont vraiment amélioré leurs compétences de coordination bimanuelle à partir du moment où on a mis en place cet outil-là de communication parce qu'on s'est dit: «C'est ça qui va le mieux fonctionner pour lui». Et vraiment, c'est bluffant de voir à quel point, le geste, se précise, à quel point la dextérité digitale, elle devient meilleure. Voilà, donc c'est ça déjà pour les signes, c'est super chouette. C'est le principe de l'activité significative. Donc, communiquer, c'est significatif, l'enfant s'engage et c'est pas simple de faire, des lettres, dans la langue des signes. Souvent, sans objectifs de communication, on va utiliser ça en ergothérapie, apprendre son nom, par exemple, simplement avec l'idée de vouloir, dissocier les doigts ou coordonner et dans ce contexte-là, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a un cycle où ça se fait spontanément parce qu'on utilise cette modalité-là pour, communiquer. Tout à fait. Et puis Ouais. plus l'enfant, il va être habitué à parler avec des personnes différentes, des personnes qui Mmh. connaissent pas forcément la façon dont il lui fait le signe, plus il va être, du coup motivé et obligé de faire le signe le mieux possible pour être bien Ah, ben compris. oui, Donc ça améliore encore plus ses chances. mais tout à fait. Voilà. Donc quand il y a un enfant à la boulangerie qui fait l'effort de demander un croissant bien correctement, allez-y. Est-ce que tu veux poursuivre avec, les pictogrammes? C'est ce que tu avais commencé à expliquer? Oui. Oui. OK, si on parle maintenant de tout ce qui est, plutôt outils numériques comme les tablettes, moi j'ai vraiment en tête aussi que même pour certains enfants qui avaient des gros défis, par exemple de, stabilité d'épaule ou de coordination oculo-manuelle, eh ben, on avait le même principe hyper positif et ces mêmes, spirale, positive. C'est-à-dire que, Ouais. l'enfant
obtenait quelque chose ou pouvait raconter quelque chose en utilisant son outil de communication. Et pour ça, il avait besoin d'être précis. Il avait besoin d'avoir une bonne stabilité d'épaule. Il avait besoin d'avoir une bonne coordination entre son œil et sa main. Et du coup, ben voilà, il le faisait très régulièrement au quotidien avec ses parents, avec ses enseignants, etc. Et du coup, même si au départ, c'était quand même compliqué et ça lui demandait beaucoup d'efforts, il y avait vraiment quelque chose de très valorisant pour lui d'y arriver. Et puis, c'est vrai que si on se trompe une fois, deux fois, trois fois sur le Ouais. picto qu'on voulait faire, bah, peut-être que la quatrième, on est hyper motivé pour aller atteindre Ben oui. le bon bouton au bon endroit. Est-ce que c'est difficile pour certains enfants, par exemple, d'isoler le doigt pour utiliser le bouton sur l'iPad? Oui, oui, oui. Oui. Pour certains enfants, c'est vraiment des gros défis moteurs, mais du coup, on va vraiment le prendre en compte dans ce qu'on va choisir, nous, Ouais. comme outil. On va aussi faire à côté de ça, parce qu'on est des ergothérapeutes, bien sûr, Oui. des activités pour faciliter ça, pour entraîner cette compétence et pour que, du coup, Mhm. pour leur outil de communication, il soit hyper performant. À partir de quel âge on peut penser CAA pour soutenir les besoins d'un enfant en communication, en autonomie et en mouvement? J'aime beaucoup cette question. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On peut commencer à 0 et c'est très bien. OK. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. Mettre en place un outil de communication alternative, ça ne doit pas être le dernier choix. Ça doit vraiment pas être le dernier moment. On se dit, bon, on a tout essayé avant, et ben on met ça en place. Non. Plus on le met tôt, et Ouais. plus on aura des chances que ça entraîne le langage. D'ailleurs, on a beaucoup de recherches là-dessus. Par exemple, tu avais fait un podcast sur les bébés signes. Oui. Et on a beaucoup d'informations sur le fait que des enfants tout venant, des enfants qui n'ont pas de difficultés majeures, le fait de mettre en place du bébé signe très jeune, ça les aide aussi pour communiquer peut-être un petit peu plus tôt que la moyenne. Donc voilà, ne pas attendre, c'est important. Et il n'y a pas de prérequis à la communication alternative. Il ne faut pas attendre que l'enfant montre certaines choses pour se dire « Ok, c'est bon, OK. on peut lui donner un outil ». Pas de prérequis. On y va dès qu'on y va. Mais comme tu as parlé de l'épisode 27 avec Lila Singh, qui utilise des signes très simplifiés pour les besoins du bébé, est-ce que c'est approprié pour un enfant qui n'est pas un bébé? Et aussi dans un contexte où, là, on en parle, on est ergothérapeute et si on consulte en ergothérapie, c'est possiblement quelque chose qui va être suggéré pour notre enfant. Mais si on souhaite tout simplement supplémenter sans en savoir plus, sans connaître soi-même la langue des signes française, est-ce que d'utiliser les signes, par exemple, les baby signes, c'est un bon début pour voir Oui, si l'enfant s'engage avec ce type d'outil-là? oui. Pour moi, Oui, c'est une très bonne oui, idée et c'est une très bonne première approche. Les mains, ça ne coûte rien. On les a toujours sur soi. Ah! Donc, c'est hyper chouette de pas attendre que d'avoir des moyens financiers pour le faire, etc. Et si ça aide les Ouais, enfants, allons-y. ouais. Donc, oui, oui, moi, j'encourage vraiment les parents à pas attendre que tel professionnel dise il faut mettre en place quelque chose. Ouais. Si vous voyez que votre enfant il a des besoins de communication, allez-y, c'est pas un problème. Mais en fait, on le fait déjà probablement spontanément. Je pense que tu as mentionné ça au début, de cet épisode. Oui, les gestes conventionnels, tout ce qui est communication non verbale, on le fait tous, tout le temps. Et nos enfants, ils sont très forts pour ça. Exactement. Puis au niveau des pictogrammes, on va les chercher où? Est-ce qu'on va sur le web et on imprime un peu tous ceux qu'on trouve mignons ou est-ce qu'il y a des critères, de pictogrammes qui sont peut-être plus faciles à comprendre? Est-ce qu'ils devraient se ressembler? Est-ce que on devrait voir l'objet en entier ou le corps en entier ou une partie? Ou une partie? Est-ce que ça fait une différence? Parle-nous de ça. Ok. Beaucoup de questions. Oui. Je pense que pour ce qui est du choix du pictogramme en termes de design, de couleur, de voilà tout ça, tout va vraiment dépendre de quel enfant, parce que si c'est un enfant tout venant, qui a pas de problème particulier, bah on peut utiliser n'importe quel type de pictogramme, il généralisera facilement, ça fonctionnera bien.
Par contre, si on a un enfant autiste qui va être du coup plus sensible, on le sait, à tout ce qui est petits détails, à tout ce qui est changement, là, moi, je conseillerais vraiment d'avoir une uniformité dans les pictogrammes. Il y a des sites qui répertorient tous les pictogrammes et certains qui sont gratuits, comme le site Arasac, par exemple. Mais il y a aussi des sites payants avec des pictogrammes payants qui sont aussi très chouettes. Donc, c'est vraiment chacun choisit ce qui lui parle le plus. Après, tu parlais de savoir si par exemple, quand on décrit par exemple, une partie du corps ou même une action, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, si c'est poser quelque chose sur la table, si c'est le verbe, par exemple, poser, Ouais. est-ce qu'il faut juste voir une main qui pose Exactement. ou est-ce qu'il faut avoir un peu plus de contexte? On a des études là-dessus qui nous montrent que c'est quand même mieux d'avoir un peu de contexte là-dessus, sans pour autant avoir trop de détails. Ça aide à comprendre l'action et à comprendre le sens si l'image n'est pas trop fragmentée. Ouais. Donc, c'est quand même important. OK. Voilà. Ben, merci de la précision. Est-ce que tu pourrais nous donner plus d'exemples de comment l'utilisation de la CAA peut soutenir l'enfant dans son développement moteur, puis dans sa participation aussi dans des activités de loisirs ou de sport dans sa communauté? Tout à fait. Bah, alors moi, c'est quelque chose auquel je tiens vraiment. Donner une voix à un enfant, c'est quelque chose qui va vraiment l'aider au niveau de sa participation sociale, je dirais même plus loin en tant que citoyen. C'est pouvoir interagir avec ses copains dans la cour de récréation, c'est pouvoir établir des liens, agir sur son environnement aussi, dire je veux, je ne veux pas, j'ai envie de jouer à la balle, passe-moi une Ouais. trottinette, enfin voilà, des Oui, choses oui, importantes. tout à fait. Déjà de ce point de vue-là sur tout ce qui est expressif. Mais je dirais même que dans une activité, par exemple un cours de gymnastique collectif, c'est aussi important du point de vue de la compréhension. Je pense que, alors moi je parle particulièrement vite, j'en ai bien conscience, mais avec mes patients je fais mieux. Mais du coup, le fait d'utiliser un outil de communication alternative, ça nous force à utiliser un rythme plus lent, OK. du coup plus accessible et OK. plus compréhensible pour l'enfant. Et aussi un vocabulaire plus adapté, parce que quand on utilise un outil de communication alternative, on va pas forcément donner tous les mots de la phrase, on va peut-être donner vraiment l'essentiel. Et du coup, l'enfant, il comprend mieux ce qu'on attend de lui. Ouais, Et du coup, il tellement. s'engage mieux, il participe mieux à l'activité. Donc vraiment, moi, j'insiste là-dessus pour participer dans une activité motrice. C'est indispensable qu'on puisse se comprendre et que l'enfant puisse dire ce qu'il a besoin de dire. C'est chouette. On peut utiliser des pictogrammes pour faire des séquences peut-être pour apprendre une danse, faire un parcours, des positions de yoga, autres. Exactement. Moi, j'ai pas mal d'exemples en tête comme ça de patients avec des difficultés de communication, mais aussi des difficultés sur le plan de la coordination et sur le plan praxique. Et du coup, toutes les utilisations de supports visuels de CA, eh ben, c'est hyper intéressant pour eux, pour leur permettre de savoir comment on va séquencer l'activité, d'avoir un repère dans le temps de qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et surtout, c'est très rassurant. Enfin, voilà, on a tous en tête notre petit agenda où on note nos rendez-vous, même si on sait très bien ce qu'on a comme rendez-vous. Et ben, c'est aussi un support pour nous de communication. Donc, c'est un peu pareil pour les enfants. Des fois, c'est aussi juste quelque chose de très rassurant de se dire, OK, si je loupe le mouvement numéro 3, je sais que je peux jeter un petit coup d'œil et ça se passera bien. Et rien que ça, des fois, ça fait la différence entre je participe à l'activité ou je n'y vais pas. Ben, tellement. Et pour visualiser une action que j'ai pas saisie d'emblée par le contexte, par exemple, je fais référence à ton chien de médiation. Exactement. Oui, alors moi je travaille dans mon cabinet avec mon chien de médiation qui fait un très bon travail, voilà. Et j'ai en tête un petit loulou que je suivais depuis bien 2 ans déjà.
Donc le chien n'était pas toujours présent en séance, mais quand même assez régulièrement. Et je voyais pas vraiment d'impact. L'enfant n'allait pas vers le chien. Le chien essayait, mais clairement, l'enfant n'allait pas du tout interagir avec. Et je me suis dit un jour, mais enfin, faut essayer quelque chose. Et du coup, je suis allée sur son outil de communication, sur la page vraiment dédiée aux chiens. J'ai proposé à cet enfant, mais est-ce que tu veux donner une croquette au chien? Et là, il m'a regardé avec des grands yeux, l'air de dire, ah, mais c'était ça qu'on attendait de moi. Et, et là, vraiment, voilà. Et à partir de ce jour-là, systématiquement, à toutes les séances, il allait dire bonjour au chien, il allait proposer de lui donner une croquette, voilà, brosser le chien, etc. Donc, en fait, finalement, il suffisait d'un outil pour se comprendre et pour qu'il comprenne ce qu'on attendait de lui. Et c'est pas qu'il l'avait pas saisi, c'est plus que il savait pas ce qu'il fallait faire. Wow, merci. C'est tellement un exemple inspirant. Alors, lorsqu'un enfant a des retards dans son développement moteur ou des difficultés à s'engager dans des activités qui bougent, nous, les ergothérapeutes, on fait un peu une analyse de l'activité et on se demande pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile pour lui? Et ce que moi, je saisis de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que un des facteurs qui qui peut être un obstacle parfois à ce développement et fonctionnement moteur-là, ce sont les défis de communication. Exactement. Il faut pas les oublier. Ouais. Et la CAA peut nous aider à y remédier. Léa, je suis certaine que tu es arrivée avec des suggestions de lecture ou de ressources qui pourraient aider tous ceux que ça intéresse, mais particulièrement les ergothérapeutes qui ont le goût d'en savoir plus et d'intégrer peut-être plus de CAA dans leurs interventions. Tout à fait. Alors, je suis venue avec mes coups de cœur, mais il existe Oui. beaucoup de littérature là-dessus. Oui. Donc, si on veut un peu la Bible de la CAA, du coup, c'est le livre de Buckelman qui a été aussi traduit en français par Emmanuel Prudhomme, une orthophoniste. Et ça s'appelle Communication alternative et améliorée, aider les enfants et les adultes avec des difficultés de communication. Je pense qu'il n'existe pas encore de plus complet. Voilà, il y a beaucoup de choses dedans et beaucoup d'informations très utiles. Donc, moi, je vous encourage, si vous voulez voir un peu plus sur la CA, de regarder ça. Sinon, j'aime beaucoup le livre qui a été écrit par une ergothérapeute il y a quelques temps. Ah. Oui, on aime ça, les livres des collègues. On les achète tous. On aime ça. Donc, c'est un livre d'Elisabeth Cattès-Nègre, j'espère que je prononce bien son nom, qui s'appelle Communiquer autrement, accompagner les personnes avec des troubles de la parole ou du langage, les communications alternatives. OK. Voilà. Et il y a aussi l'excellent article de ma collègue Elsa Thévenon qui est paru dans la revue Ergothérapie, la revue française. Et c'est le numéro 75. Voilà. D'accord. Bien, ça semble être des ressources très exhaustives. Si tu écoutes le podcast, tu n'as pas vu l'épaisseur des livres qu'elle vient de nous montrer. En passant, cet épisode existe aussi en mode vidéo si tu as envie de voir Léa et ses livres. Tout à fait. avec les yeux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter en terminant? Ah oui, tu es formatrice. Est-ce qu'il y a moyen de se former avec toi? Oui. OK. Alors, je propose une formation à Lyon pour les ergos. C'est une formation de 3 jours. Ce sera début décembre. Et moi, j'avais vraiment envie de proposer une formation dédiée aux ergos parce que ça n'existe pas beaucoup pour le moment. Et moi, quand je me suis formée, par exemple, j'ai été formée par des orthophonistes, par des parents, par des éducateurs, et je trouvais ça très intéressant. Mais il manquait la petite touche ergo, de savoir qu'est-ce que nous, on fait vraiment, nous, ergo. Oui. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux collègues. Bien, génial. Si vous voulez retrouver Léa, ses ressources et formations, je vous mets tout ça dans les notes sous l'épisode. Et sur ce, si il te reste du temps et que tu as envie de continuer à écouter Bouger pour grandir, je te réfère à l'épisode aussi sur les bébés signes avec Lila Signe. Et pour aller plus loin du côté de l'autisme, il y a l'épisode sur les manifestations motrices précoces avec Amélie Gosselin aussi,
qui est très intéressant. J'ai oublié de te poser une question qui me démange. C'était sur l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place ces derniers mois et je ne pense pas que ça va s'arrêter bientôt. As-tu des prédictions sur la façon dont ça va venir teinter la CAA, améliorer la communication alternative déjà augmentée? Écoute, je n'ai pas de boule de cristal, Oui. mais j'aimerais bien. Mais cela dit, je pense que, moi, je fais un petit peu le parallèle avec ce qui s'est passé pour tout ce qui est ordinateur et téléphone, et avec tout ce qui est prédiction de mots, qui est quand même hyper soutenante pour nos patients. Et je pense que du coup, il y aura certainement beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle pour la communication alternative. Et le point très positif de mon point de vue, c'est que ça se démocratise, donc ça devient beaucoup plus accessible financièrement. Et ça, c'est vraiment très chouette pour nos patients parce que du coup, ils y auront accès plus facilement et ça pourrait être utile dans leur vie de tous les jours. Mais tellement, et ça avance tellement vite. Peut-être que je te réinvite dans 6 mois pour parler à ce moment-là de CAA-IA. Qu'en dis-tu? Exactement. OK, bye! Merci encore de ce partage. Ciao! Salut Josiane, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!